Salut à tous, c'est Night TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette vidéo parce que le thème me tient un petit peu à cœur. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup depuis un long moment et donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de la marche des beurs, également appelée la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc je suppose que nombre d'entre vous ne connaissent pas cette marche, donc je vais tout de suite commencer par vous poser le contexte dans lequel on se trouve en 1983. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en 1983, les violences policières et les agressions raciales se multiplient, et donc durant l'été 1983, on va assister à des affrontements entre la police et des jeunes du quartier des Minguettes, qui est une banlieue située au sud de Lyon. Donc durant ces affrontements, Toumi Djaïdja, qui est le président de l'association SOS Avenir Minguettes, va être grièvement blessé et va être emmené à l'hôpital. Donc on va alors assister à un réel soulèvement du quartier des Minguettes qui, une fois de plus, va encore s'enflammer. Et il y aura donc notamment des courses-poursuites avec la police et des incendies de voitures. C'est alors qu'un pasteur et un prêtre proches des jeunes des Minguettes vont proposer à ces derniers une voie pacifiste, s'inspirant des moyens d'action utilisés par Martin Luther King lui-même, à savoir la marche. Cette marche servirait donc à exprimer leur rage d'une façon plus pacifiste, mais aussi et surtout à revendiquer le droit de vote pour les étrangers, une carte de séjour de 10 ans et un arrêt des stigmatisations envers les immigrés. Il est important de savoir qu'au même moment, à Dreux, le Front National, donc ancien nom du Rassemblement National, venait de gagner une de ses premières élections municipales. Ce qui alarmait donc toutes les associations et les partis politiques de gauche. La marche pour l'égalité et contre le racisme, aussi appelée Marche des Beurs, commence donc le 15 octobre 1983 à Marseille, quelques jours seulement après le meurtre raciste d'un enfant de 13 ans. Le cortège était alors composé de 17 personnes, dont 9 venant des Minguettes, et notamment Toumi Djaïdja qui était sorti de l'hôpital entre-temps. Il est important de savoir que le cortège comptait sur la solidarité des personnes présentes en France à cette époque, et cela pour deux raisons. La première de ces deux raisons est le fait que le nombre de personnes présentes dans le cortège influe sur l'impact politique et les répercussions du mouvement. La deuxième raison s'explique par le fait que nos marcheurs permanents vont faire des étapes dans 22 villes différentes en France et vont donc compter sur l'accueil de personnes vivant dans ces villes pour leur offrir l'hospitalité, le couvert et même l'habitat. Au bout de 2 semaines, la décision est prise de bloquer le nombre de marcheurs permanents à 32 pour des soucis d'accueil dans les différentes villes-étapes. Une de leurs premières étapes se situe à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône où ils seront seulement accueillis par une personne. Mais après quelques jours de marche, le mouvement va être relayé par les médias et va donc prendre de l'ampleur. Les différentes personnes les aidant dans les diverses villes-étapes vont donc leur permettre de continuer leur périple jusqu'à Paris où cette marche est censée s'achever. C'est donc après plus de 1 mois et demi de marche et plus de 1500 km parcourus qu'ils arrivent enfin à Paris le 3 décembre 1983. C'est alors que les différents partis de gauche et les associations en accord avec les valeurs prônées par cette marche vont appeler leurs militants à rejoindre le défilé final à Paris. Et c'est donc plus de 100 000 personnes qui vont défiler dans les rues de Paris avec nos 32 marcheurs permanents. C'est alors une première nationale. Jamais une manifestation n'avait été aussi importante. Une fois arrivé au bout de la marche, une délégation eut le droit de rencontrer le président de l'époque, à savoir François Mitterrand. Ce dernier leur promet alors une carte de séjour de 10 ans et le droit de vote pour les immigrés dans les élections locales, mais aussi une loi contre les crimes racistes. Après la marche, aucune personne ne supportait le projet d'un discours plus clair pour l'ensemble des personnes qui avaient soutenu la marche, et c'est pourquoi toutes les personnes ayant soutenu cette marche se sont divisées en différents partis. Enfin, j'apporte une petite précision sur le fait que SOS Racisme fut créé en 1984, suite à une deuxième marche qui fut organisée l'année d'après, et qui réunit plus de 30 000 personnes dans Paris, soit 3 fois moins de personnes que l'année précédente. Donc il y a aussi un film qui est sorti en 2013, avec notamment Jamel Debbouze dans les acteurs, donc je vais tout de suite vous passer un extrait de la bande-annonce de ce dernier, et on va en parler ensemble juste après. Eh ben, je suis plus propre que toi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité. Preuve dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec ta trousse aspirine. Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop. Stop à la haine. Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Donc ce film sorti en 2013 retrace toute l'histoire de la marche que je vous ai expliqué juste avant, de manière un petit peu romancée il est vrai, mais ça reste quand même un film historique que je vous reconseille vivement parce qu'il est très intéressant quand même.
Malheureusement, ce film a surtout été connu à cause d'une polémique dont je vais vous parler tout de suite. Suite à cette musique, 13 rappeurs très influents dans le milieu ont décidé de collaborer ensemble pour créer un titre intitulé Marche. Dans ce dernier, chaque rappeur avait un couplet à écrire et il a enregistré seul dans son studio ce dernier. Puis, This Is La Peste, un de ces rappeurs, qui était aussi producteur du son, devait assembler tous ses couplets et sortir la musique. Les 13 rappeurs présents dans cette collaboration sont, dans l'ordre de leurs couplets, Esprit Noir, Sadek, Nesbill, Sneezy, Still Fresh, This Is La Peste, Nekfeu, Tyro, Dry, Cool Shen, Soprano, Lino et le grand AKH. Si vous écoutez cette musique et que vous vous penchez un petit peu sur les lyrics, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a un réel engagement dans les paroles des rappeurs. Quel que soit le rappeur, dans chaque couplet il y a des paroles très engagées. Et la qualité des punchlines de chaque rappeur place réellement le morceau au-dessus du lot. De plus, une collaboration d'autant de rappeurs est très rare dans le milieu, surtout que cette collaboration mêle l'ancienne génération du rap, comme par exemple Cool Chain, Akhenaton, et la nouvelle génération du rap, comme Nekfeu, Sneezy ou encore Sadek. Cela fait donc du bien de voir une collaboration entre autant d'artistes de milieux si différents, de cultures si différentes, et même de générations si différentes. Mais si vous avez suivi la vidéo, vous avez bien compris qu'il y a un hic, car j'ai parlé d'une polémique il y a quelques minutes. Et la polémique, elle vient d'une des punchlines de Nekfeu que je vous fais écouter tout de suite. Les miens se lèvent tôt, j'ai vu mes potos taf et je réclame un autodaf et pour ces chiens de Charlie Hebdo. Donc cette collaboration sort sur YouTube en début novembre 2013, et sur le coup ces paroles choquent un petit peu quelques personnes, mais rien de bien grave au final. Cependant, comme vous le savez, en janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo surviennent et c'est à ce moment-là que la polémique s'est vraiment créée et s'est vraiment ouverte. C'est alors que les paroles de Nekfeu ont pris un autre sens et surtout une autre dimension. Nekfeu s'est alors excusé en expliquant qu'il ne voulait en aucun cas faire un appel à l'attentat, évidemment, mais qu'il était dans un simple but de provocation et de réaction chez l'auditeur. Dans une interview accordée à Mouloud Achour pour Click, il lui explique s'être senti comme un con juste après les attentats, ce qui suffit donc à calmer la polémique. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette histoire parce que c'est très intéressant à mes yeux et surtout parce qu'on peut vraiment relever le courage de ceux qui ont participé à cette marche, car à l'époque, les violences raciales et les violences policières étaient encore plus d'actualité que maintenant et étaient encore plus violentes. Malheureusement, comme vous le savez, cette marche n'a pas suffi à tout arrêter. Et donc juste petit message les gars, il faut faire changer ça, il faut arrêter toutes ces discriminations raciales, etc. Ça ne nous apporte rien. Donc voilà, petit message de paix à la fin. Je vous aime tous et aimez-vous tous, quelle que soit votre opinion religieuse, politique, vos origines. Au final, on est tous les mêmes les gars, on est tous des humains. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Jacques Chirac passe à l'attaque, sa cible, l'immigration.